Mais le trompettiste blanc qui a sans doute été à son époque le plus près de Louis Armstrong dans son jeu mérite une section entière dans cette diffusion, ne serait-ce que pour raconter un peu sa vie, dont les péripéties rappelant Arsène Lupin, ou plutôt le Leonard Zelig de Woody Allen, pourraient donner facilement naissance à un film. Il a d'ailleurs inspiré un autre personnage d'Allen, le guitariste Emmett Ray, interprété par Sean Penn dans Sweet and Lowdown, qu'on connaît parfois sous le titre Accords et désaccords en français. Né à Kokomo, dans l'Indiana, en 1906, Jack Purvis n'avait que des demi-frères et des demi-sœurs. Lors de la mort de son père, Purvis n'a que 12 ans, et l'adolescent turbulent se retrouve vite en école de réforme. C'est sans doute là qu'il apprend la trompette et le trombone. Vers l'âge de 17 ans, il aurait reçu un mystérieux héritage qui lui permet d'acheter une voiture, de suivre des cours d'aviation et même d'acheter un avion. Selon d'autres témoignages, il aurait tout simplement acheté un livre sur le pilotage et après 3 jours aurait emprunté un avion et l'aurait fait décoller et atterrir sans instructeur. D'où tombaient ces 20 000 $, une petite fortune au début des années 20. Un héritage ou des activités moins avouables peut-être. On a dit qu'il aurait été un temps trafiquant d'armes à la frontière du Mexique, au profit des révolutionnaires de Pancho Villa, mort justement à l'année des 17 ans de Purvis, en 1923. Mais ce dernier semble bien jeune pour s'être embarqué dans une telle aventure à cette époque, donc un mystère. Il fait ses armes de musicien dans son Indiana natal avec l'orchestre local du tromboniste Hal Denman, puis il rejoint en Nouvelle-Angleterre le pianiste et guitariste Peyton Ray. En juin 1926, Jack Purvis se marie. Il y aura à travers ses pérégrinations plusieurs Madame Purvis, plus ou moins officielles, mais il semble qu'il ne se soit réellement marié qu'une seule fois. En fait, en tout cas, c'est de cette union que naît sa fille unique, Betty Lou, en octobre 1927. Entre-temps, Jack Purvis a eu l'occasion de rejoindre à New York l'orchestre de Whitey Kaufman, puis celui de Paul Specht, et bientôt celui de Hal Kemp, au sein duquel il est d'abord tromboniste, porte le béret et la barbichette et écrit son prénom Jacques à la française. Lorsque le tromboniste Gus Mayhew rejoint l'orchestre, Purvis passe à la section de trompette, laissant momentanément derrière lui son prénom français. Il rejoint ensuite l'orchestre de Arnold Johnson, où on retrouve aussi un jeune arrangeur et chanteur du nom de Harold Arlock, qui deviendra plus tard nul autre que l'auteur de la célèbre chanson Over the Rainbow sous le nom de Harold Arlen. C'est avec Johnson que Purvis réalise ses premiers disques. Il aurait participé à une session antérieure avec Kaufman et ses Original Pennsylvania Serenaders en 1927, mais elle ne fut jamais publiée, et on n'en a retrouvé aucune trace. Entre février 1928 et décembre 1931, Purvis apparaîtra souvent sur disque avec plusieurs orchestres, entre autres les orchestres de Smith Value, de Hal Kemp, et avec plusieurs groupes sous la direction de l'impresario Ed Kirkby, notamment les California Ramblers. En 2002, le label de Toronto, Jazz Oracle, a réuni en un coffret de 3 CD presque toutes les pièces où on entend le trompettiste en solo, souvent pour quelques mesures seulement. C'est un exercice intéressant que de traquer des petits bouts de trompette hot sur une 60aine d'arrangements pour orchestre de danse, dont certains conservent un charme suranné, mais dont d'autres ont plutôt mal vieilli. J'ai fait pour vous un petit montage de certains des meilleurs parmi ces solos, qui sont en tout cas représentatifs, je trouve, du style de cet excentrique trompettiste. There's a wah-wah gal in Agua Caliente. What a wah-wah, 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 what a gal.
Loving you. Oups, pardon, j'ai débordé. Alors, c'était un montage de 9 solos de Jack Purvis, enregistrés tous entre 1929 et 1931. On l'a entendu avec plusieurs orchestres de cette époque, parfois qui existaient seulement en studio, parfois des orchestres réguliers. Alors, on l'a entendu par exemple avec Rube Bloom and his Bayou Boys, avec un orchestre qui s'appelle l'orchestre de Eddie Troche, qui était en fait un pseudonyme du chef d'orchestre Ben Selvin. On l'a entendu avec Smith Bayou, avec deux sessions des California Ramblers, la première sous le nom de Lloyd Newton and his Varsity 11, la deuxième sous le nom de l'orchestre de Ted Wallace. On l'a aussi entendu avec Roy Wilson and his Georgia Crackers, et sur une pièce où les Boswell Sisters étaient accompagnés par les Dorsey Brothers, donc l'orchestre des frères Dorsey, au début des années 30. En juin 1928, alors qu'un de ses amis décroche un contrat avec un groupe à bord du transatlantique Transylvania, Jack Purvis lui promet de souligner son départ en grande. Le jour du départ du paquebot aux commandes de son avion, le trompettiste réalise proche du vaisseau de dangereuses manœuvres à basse altitude, assez pour provoquer l'ire du capitaine. Purvis va bientôt s'embarquer à son tour. Un mois plus tard, il est à bord de l'île de France, voguant vers le vieux continent, au sein d'un groupe assemblé par le banjoiste George Carhart, où on retrouvait aussi Bud Freeman, les frères Babe et Jack Russin, et le saxophoniste basse Spencer Clark, entre autres. Sur son passeport, il est identifié comme Jacques
Frémac avec le A et E entrelacés, Purvis. Frémac, son deuxième nom, n'apparaît évidemment nulle part sur son certificat de naissance. C'est un nom complètement inventé. Mais déjà, durant la traversée, Jack Purvis se dérobe. Il préfère la compagnie de deux aviateurs qui rentrent d'une traversée de l'Atlantique, Burt Acosta et Charles Levine, et leur confortable suite en première classe, évidemment, à la fréquentation de ses camarades musiciens. De toute façon, il peut toujours se désennuyer en jouant à l'occasion avec l'orchestre de Ted Lewis qui jouait pour les bourgeois en route vers l'Europe. L'orchestre de Carhart joue pendant un temps à Aix-les-Bains, une fois arrivé en Europe, en Savoie, et c'est de cette époque que date une légende voulant que Purvis ait escaladé des Alpes pieds nus. Selon Spencer Clark, il avait plutôt enlevé ses souliers qui le faisaient souffrir au retour d'une randonnée en train dans les montagnes. Résultat, une douloureuse descente sur des cailloux glissants et traîtres qui allait donner des sueurs froides à ses compagnons de marche. Plus tard, à Nice, cette fois, Purvis se lie d'amitié avec des marchands locaux, possiblement maghrébins, apprenant assez d'arabe pour se débrouiller dans la langue. On le voit bientôt sur scène avec un fez, une djellaba et des babouches. De retour à Paris avec ses camarades, Purvis leur fausse à nouveau compagnie. Un soir, plusieurs semaines plus tard, Spencer Clark et le tromboniste Eddie Norman, qui partageaient une mansarde dans un hôtel bon marché à Montmartre, voient surgir chez eux le trompettiste qui s'échappe aussitôt en sautant de leur balcon sur le toit du bal tabarin voisin, bientôt pourchassé par les gendarmes. Purvis aurait apparemment soulagé un touriste américain de ses chèques de voyage. On aura vite compris à quel genre de personnage on a affaire. Hein. Instable, kleptomane, impulsif, Purvis est sans doute bipolaire, comme en témoignent ses coups d'éclat souvent suivis d'épisodes dépressifs. Le tromboniste Al Filburn, qui l'avait côtoyé au sein des California Ramblers, raconte comment il menaçait souvent de se suicider et comment Ed Kirkby, le gérant du groupe, avait dû accueillir Purvis chez lui après une tentative ratée. À ces moments d'euphorie, cependant, il peut avoir envie de témoigner de son affection de manière excessive. Tombé amoureux de Martha, une des Boswell Sisters, il vole un jour un cheval aux écuries de Central Park et fait ensuite monter à l'animal un escalier de 5 étages pour l'offrir à sa belle. Plus tard, ayant cette fois le béguin pour une jolie harpiste de l'orchestre de Fred Waring, Jack décide de fracasser la vitrine d'un magasin du centre-ville de Chicago pour y substituer une harpe. Le même soir, se présentant dans la loge de la harpiste, Verley Mills, avec son nouvel instrument, il lui demande de lui donner des leçons. Mills ayant éconduit le trompettiste, celui-ci n'a trouvé qu'une seule issue possible, comme le raconta plus tard le cornettiste Bill Priestley, camarade de Purvis dans l'orchestre de Waring. Il dit « Vous savez, ce foutu cinglé est retourné au magasin le lendemain, a fracassé de nouveau la vitrine qui venait tout juste d'être remplacée et a remplacé la harpe à l'endroit où elle se trouvait dans l'étalage. » Mais au-delà de sa vie rocambolesque, que l'on pourra lire plus en détail dans l'excellent livret qui accompagne le coffret Jazz Oracle ou encore dans le chapitre du livre de Richard Sodhalter, Lost Chords, Purvis est aussi un trompettiste exceptionnel, comme on l'a déjà entendu et comme en ont témoigné certains de ses contemporains. Selon le saxophoniste et chef d'orchestre Charlie Barnett, lui-même un dandy assez excentrique à ses heures, Purvis, dit-il, était un des hommes les plus cinglés que j'ai jamais rencontrés. C'était aussi un des meilleurs trompettistes, certainement très supérieur à la plupart des gars de cette époque. Il avait une grande facilité dans le registre aigu, et il pouvait jouer pareil comme Louis Armstrong. Il pouvait aussi bien virer à 180 degrés et être premier trompette dans un orchestre symphonique. Mais avant tout, Purvis admire les musiciens afro-américains, il se tient avec eux autant qu'il le peut. Si la plupart des musiciens blancs se contentaient de fréquenter les cabarets et les salles de danse de Harlem pour entendre les orchestres noirs, étant exceptionnellement invités à prendre un solo à l'occasion, Purvis va prendre l'habitude de carrément joindre les orchestres comme s'il en était un membre attitré. Pops Foster, alors contrebassiste de l'orchestre de Louis Russell, se souvient. Il dit « Il voulait tellement jouer avec les orchestres de couleur qu'il s'exposait au soleil pendant des heures pour bronzer et qu'il se maquillait le visage. Se maquillait le visage, mais pas dans un vulgaire blackface vaudevillesque, mais bien pour passer inaperçu au sein des groupes qui auraient pu parfois s'attirer des ennuis si on s'était rendu compte qu'il comptait un musicien blanc parmi leurs rangs. Rex Stewart, d'ailleurs, abonde dans le même sens. Voici ce qu'il en dit de Purvis. Un des musiciens les plus doués que j'ai jamais croisés. Il avait une oreille incroyable. Il nous rejoignait au Roseland, donc avec l'orchestre de Fletcher Henderson, évidemment, et il jouait la troisième partie de trompette sur beaucoup de Jack. Il jetait un coup d'œil au-dessus de l'épaule d'un des gars, juste pour la forme de la phrase, et alors il jouait une troisième partie sans la partition, juste comme ça. Il n'y avait que 2 parties décrites pour ce truc, mais il en inventait une troisième sur place, et sans erreur. Smack c'était le surnom de Fletcher Henderson, Smack était habituellement très strict quant aux invités qui pouvaient nous joindre sur scène, mais Jack était toujours le bienvenu.
En décembre 1929, Jack Purvis enregistre pour OK 2 pièces qui témoignent directement de sa dette envers Louis Armstrong, la première étant même intitulée Copyin' Louis. Je vous propose donc d'écouter ces 2 pièces de 1929.
C'était donc les deux pièces que Jack Purvis avait enregistrées pour OK en décembre 1929. La première s'appelait Copy and Louis, la deuxième Mental Strain at Dawn. Donc, dans Lost Chords, Richard Sodhalter décrit bien la manière de Purvis sur ces deux pièces. Il dit il prend des chances, saute vers les notes aiguës en utilisant de très larges intervalles, alterne les phrases grandioses, déclamatoires et les apartés qui s'éparpillent sur toute la tessiture de l'instrument. Il est passionné, dramatique. Mais à ce stade, il est aussi nerveux et ses idées semblent incomplètes. Si sa conception et son exécution peuvent être rapprochées du jeu de quelqu'un d'autre, c'est probablement de celui, agité et souvent explosif, de Gladys Jabo Smith, que Brunswick présentait alors comme un des rivaux d'Armstrong. Sodhalter compare aussi Mental Strain at Dawn au Jazz Battle de Smith et ajoute ces deux performances placent Purvis dans une classe à part, avec la possible exception de Tommy Dorsey, qu'on a entendu tantôt, dont les solos puissants et plutôt bruts étaient clairement modelés sur le précédent Armstrong. Juste faire remarquer dans cette photo, je ne me souviens pas du nom de l'orchestre, mais Purvis n'est pas le trompettiste ici, c'est plutôt celui qui joue du trombone, puisqu'il était aussi tromboniste. Quelques mois plus tard, en avril 1930, Purvis dirige une nouvelle session, cette fois au sein d'un orchestre mixte. Une fois de plus, il suit l'exemple d'Armstrong, qui avait gravé avec un groupe mixte un mémorable Knockin' a Jug en mars 1929 avec Jack Teagarden, Eddie Lang et Kaiser Marshall, entre autres. Purvis, pour les trois pièces gravées pour OK le 3 avril 1930, avait fait appel à Adrian Rollini au saxo basse, à Frank Froba au piano et à un batteur appelé Charles Kegley. Les rejoignait de l'orchestre de Louis Russell. On retrouve le tromboniste J.C. Higginbotham, qu'on a entendu tantôt avec Henry Allen, et le guitariste Will Johnson. Quant à l'identité de celui qui tient le saxo ténor, elle semble encore faire l'objet de spéculations. On a longtemps identifié le saxophoniste comme étant Coleman Hawkins lui-même, mais Bob Stevens, le directeur de l'enregistrement chez OK à cette époque, a par la suite démenti la présence du Hawk à cette session, affirmant que le ténor présent était plutôt Castor McCord, alors membre du tout nouvel orchestre, le Mills Blue Rhythm Band. Par contre, le critique Dan Morgenstern, dans une interview datée de 2019, affirme que lorsqu'il a mentionné le nom de Jack Purvis à Coleman Hawkins, ce dernier se serait souvenu immédiatement de cette session. Par ailleurs, dans un coffret des premières sessions de Hawkins paru sur l'étiquette JSP en 2006, on retrouve cette session de Purvis. Alors, je vous propose tout simplement d'écouter ces trois pièces et puis peut-être qu'on pourra déterminer qui est le ténor.
lay him down easy now. Oh, Richard. Careful now, don't drap him. Oh, Richard. Oh, ground choking, there he goes. Oh, Richard. Oh, Richard. Trois pièces donc enregistrées en avril 1930. L'orchestre de Jack Purvis. Dismal Dan, Poor Richard, qui était un peu une pièce funèbre, hein, qui imitait un peu les pièces funéraires de la Nouvelle-Orléans. Et Down Georgia Way. Les échos du jeu de Louis Armstrong chez Jack Purvis sont peut-être encore plus évidents ici que sur les deux pièces de 1929. Richard Sodalter fait remarquer que son solo sur Poor Richard en mode mineur semble directement inspiré du King of the Zulus du Hot Five de 1926. Et un des motifs favoris de Purvis, un break de 2 mesures tiré du Knee Drops de 1928, se retrouve dans son solo sur Down Georgia Way, mais aussi, comme l'a fait remarquer Chris Style, longtemps cornettiste lui-même, dans celui sur Dismal Dan. Quant au ténor, ces fragments de solo ressemblent bien à la manière
du Hawkins de cette période, mais est-ce bien lui ou est-ce un fidèle disciple? Le phrasé ne semble pas aussi affirmé que sur certaines de ses sessions contemporaines, mais le contexte ne lui permet pas de développer ses idées sur beaucoup plus que quelques mesures à la fois. Sur Down Georgia Way, ça sonnait un petit peu plus comme lui, mais bref, le mystère semble vouloir rester entier. Le 1er mai suivant, Jack Purvis était de nouveau en studio chez OK avec presque le même groupe. Cette fois, c'est Dick McDonough qui remplaçait Will Johnson à la guitare. Et ce n'était vraiment pas Coleman Hawkins au ténor cette fois-ci, mais bien Greeley Walton qui allait bientôt rejoindre l'orchestre de Louis Russell. On pourrait encore une fois écouter les 3 pièces de la session, mais contentons-nous pour l'instant de ce What's the Use of Crying, Baby? Jack Purvis et son orchestre, What's the Use of Crying Baby? 1er mai 1930, on entendait aussi Dick McDonough à la guitare. On remarquera que ces 2 sessions avec des orchestres mixtes précèdent aussi de 2 ans les plus célèbres enregistrements de Billy Banks, Jack Bland et les Rhythm Makers, où des musiciens noirs comme Henry Red Allen, Fats Waller, Dooty Singleton, le saxophoniste Happy Caldwell, les contrebassistes Al Morgan et Pops Foster, croisaient des musiciens blancs, Pee Wee Russell, Tommy Dorsey, Eddie Condon et Gene Krupa, entre autres.
Mais revenons à Purvis, il enregistre beaucoup en 1930-31, toujours avec des groupes assemblés par Ed Kirkby, mais aussi avec le pianiste Rob Bloom et ses Bayou Boys, on l'a entendu tout à l'heure dans le petit montage que j'en ai fait. En mai 1930, à ses côtés, à cette occasion, on retrouvait par exemple Tommy Dorsey, Benny Goodman et Adrian Rollini, les trois ensemble quand même, pas si mal. À l'été 1930, il est à Paris, et lorsque les membres de l'orchestre de Hall Camp de passage le reconnaissent, Jacques feint d'être un véritable Parisien et de ne rien comprendre à l'anglais. À la fin de 1931, Purvis rejoint l'orchestre de Fred Waring, mais encore une fois, il ne restera pas longtemps. Il se rend dans le sud des États-Unis avec Charlie Barnett. Selon les mémoires de ce dernier, Purvis aurait convaincu le chef de l'orchestre symphonique de la Nouvelle-Orléans, de passage à Shreveport, en Louisiane, de le laisser jouer les variations sur le carnaval de Venise d'Arban avec eux. Il aurait aussi rejoint pour un soir l'orchestre noir de Alfonso Trent, un des plus célèbres territory bands de la région. Lors d'un détour au Mexique, à Juarez, près de la frontière du Texas, Purvis et Barnett sont séparés alors que des policiers locaux semblent s'intéresser d'un peu trop près aux affaires du trompettiste. Est-ce que c'est un souvenir de ses aventures de trafiquant d'armes? Mystère. Barnett étant son compagnon de route quelques jours, mais soupçonnant qu'il a été rattrapé par les forces de l'ordre, il rejoint bientôt Los Angeles où le saxophoniste trouve quelques engagements. Lorsqu'il se rend un peu de temps après au Sebastian's Cotton Club, dans l'espoir d'entendre un peu de jazz rock, Sebastian's Cotton Club où Louis Armstrong avait lui-même joué quelques années plus tôt, eh bien, Barnett y trouve Jack Purvis, le teint basané et maquillé, tenant la trompette dans l'orchestre maison. Par la suite, on perd sa trace pendant quelques années. Encore, selon la légende, il aurait fui des accusations de bigamie en s'embarquant comme cuistot sur un paquebot en partance pour le Pacifique Sud. On l'aurait reconnu à Bali, d'autres le placent plutôt à Hawaï. Revenu aux États-Unis en 1935, il rentre à New York en Baby Austin avec une remorque pleine de bagages, de partitions, d'instruments et apparemment un nombre impressionnant de livres de cuisine. Il reprend ses activités, rejoignant l'orchestre de Joe Haynes. La veille de Noël de cette même année, il grave, donc on est en 1935, il grave avec un groupe dirigé par le pianiste Frank Froba, ce qui seront ses derniers disques. Après un bref passage sur la 52e rue, au Club 18, il disparaît de nouveau. En 1936-37, il semble être de retour en Californie. On croit qu'il est peut-être le trompettiste-chanteur apparaissant dans un des films anti-drogue produits à cette époque, dans la même veine que le plus célèbre Reefer Madness, un film qui s'appelait The Pace That Kills, aussi connu sous le nom de Cocaine Fiends. Est-ce lui? Encore une fois, spéculons. Quelque part en 1937, alors que la chanteuse Connie Boswell, on se souvient qu'il avait eu une liaison avec sa sœur Martha, alors que la chanteuse Connie Boswell et son mari et gérant, Harry Leedy, traversent le Texas en voiture, ils font halte à un petit casse-croûte au milieu de nulle part. On pense aussitôt à ce décor d'un autre film de l'époque, The Petrified Forest. Nous étions fatigués et affamés, raconte Leedy. Nous nous sommes installés à une table et un type s'est arrivé avec un menu et a dit « Salut Connie, salut Harry ». C'était Jack. Dieu sait ce qu'il faisait là, mais je me souviens qu'il était très bon cuisinier. Mais à cette époque, les frasques de Purvis vont finir par le rattraper. Accusé d'avoir assommé un homme et de lui avoir dérobé 900 $ à un hôtel de El Paso, toujours au Texas, Purvis est arrêté en juin 1937. Il sera condamné à 5 ans au pénitencier de Huntsville. Un reportage du fameux magazine Downbeat en juillet 1939 nous apprend qu'il dirigeait un quintet de jazz et qu'on pouvait l'entendre régulièrement à la radio lors d'une émission baptisée 30 Minutes Behind the Walls. Il aurait été libéré pour bonne conduite au début des années 40, mais aurait volontairement brisé ses conditions de libération parce qu'il s'ennuyait de diriger et de jouer avec le groupe de la prison. Mais selon certains, il aurait été plutôt libéré en 1942 pour lui permettre de piloter des avions de ravitaillement pour l'armée en Europe. Il aurait plutôt atterri en Afrique du Nord pour disparaître dans la nature une fois de plus. Qu'en est-il vraiment? Encore une fois, il y a place à spéculation ou matière pour un écrivain en manque d'inspiration peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'il refait surface en 1947, contactant sa fille, Betty Lou, qui était entre-temps devenue disc jockey pour une station de radio locale à Pittsburgh. Dans une lettre qu'il dit écrire du Caire, il affirme s'embarquer bientôt pour l'Inde, les Philippines et Hawaï avant de rentrer à San Francisco. Mais loin de ses aventures orientales, Jack Purvis aurait en réalité encore été à Huntsville pour bris de conditions.
Il correspond avec sa première femme, Betty, et s'il affirme à sa fille écrire des œuvres élaborées au piano, dont une suite, il semble qu'il a bel et bien eu des ambitions de compositeur. Déjà, lors de son bref séjour new-yorkais de 1935, un de ses amis lui ayant rendu visite dans sa chambre d'hôtel pour écouter des disques s'était vu accueillir avec des œuvres de Delius et Stravinsky, avant que Purvis ne produise une partition assez élaborée intitulée Panama Canal Suite. Une autre de ses œuvres aurait porté le nom de Legends of Haiti, mais malgré de fréquentes références à son travail sur ses compositions dans sa correspondance avec sa fille, il ne semble pas que ces pièces aient jamais été jouées ou qu'elles aient même survécu. Selon une lettre de sa fille à George Hofer, chroniqueur dans Downbeat, Papa a passé un mois à la maison et nous nous sommes amusés comme des fous. Il est parti en Floride maintenant, il travaille sur sa suite pour piano. Il devrait être de retour à Pittsburgh d'ici le nouvel an. Mais sa femme est moins enthousiaste. Elle racontera plus tard: il a essayé de revenir 3 fois, mais il ne pouvait pas arrêter la gnôle. Il s'est remis à boire et Betty Lou s'en tirait tellement bien avec ses émissions de radio, maîtresse de cérémonie pour des soirées huppées et correspondante pour le magazine Downbeat. Je ne voulais pas qu'elle ruine sa carrière en ayant un poivreau comme père. Alors je l'ai mis à la porte et je lui ai dit de ne pas revenir avant qu'il ne soit digne d'une fille aussi charmante. On le retrouve à Savannah, en Géorgie, avec des papiers militaires remplis au nom de Jerry Jones. Le saxophoniste de Chicago, Boyce Brown, affirme l'avoir entendu au Brass Rail dans cette ville. Simultanément, on l'aurait aussi entendu à Hawaï, jouant dans un jardin, le vol du bourdon, successivement à la trompette et au trombone. Dans les années 50, son ancien comparse, Spencer Clark, travaillant désormais comme assureur, le voit un jour se présenter à son bureau. Il raconte: il m'a dit qu'il travaillait comme charpentier et qu'il voulait un prêt pour récupérer son emploi de cuistot sur un bateau en partance de Baltimore. Je lui ai donné quelques dollars et je ne l'ai plus jamais revu après ça. Les péripéties de Jack Purvis semblent avoir pris fin en mars 1962. Le 30 de ce mois, les policiers, alertés par une voisine ayant senti une odeur de gaz, découvrent un corps dans un immeuble de Hayes Street, à San Francisco. Identifié comme réparateur de radio, on découvre dans les affaires de l'homme des papiers au nom de Jack Purvis, de Mark Helrig, de Jack Pegler et de Wallace Reinhardt. On conclut naturellement à un suicide. Mais, plus de 6 ans plus tard, un soir de 1968, vers la fin de l'année, le cornettiste Jim Goodwin terminait son set dans un club sur l'Embarcadero à San Francisco. Un homme assez grand, environ 6 pieds, la jeune soixantaine, trapu, l'air assez bien conservé, bien qu'un peu bedonnant, se présente. Mon nom est Jack Purvis. Goodwin, alors dans la mi-vingtaine, ne l'avait évidemment jamais rencontré et ne connaissait pas les détails spécifiques de sa vie, mais comme jazzman actif dans un milieu relativement mainstream, il connaissait le nom de Purvis et sa réputation. Ignorant la disparition du trompettiste quelques années auparavant, il engage la conversation. Nous avons parlé, raconta-t-il plus tard. Son âge semblait correspondre. Son discours était cohérent. Il semblait en connaître pas mal sur le bon vieux temps. Je lui ai présenté mon instrument, lui ai demandé s'il voulait jouer un peu. Il a haussé les épaules et dit quelque chose du genre ouais, j'ai déjà joué de ce truc, mais ça fait longtemps. On a discuté un peu, et il s'est assis et a écouté la musique pendant un bout de temps. L'homme est revenu écouter Goodwin la semaine suivante, et celui-ci continue. Je me souviens qu'il disait qu'il n'était pas en très bonne santé, qu'il n'était pas bien, mais il me semblait en pleine forme. Mais ça a été tout, je ne l'ai plus jamais revu. Bien en forme pour un homme mort depuis plus de 6 ans. Purvis, le kleptomane, le voyou sympathique, l'ancien trafiquant d'armes, l'aviateur casse-cou, l'arnaqueur professionnel, l'ancien prisonnier, l'ancien trompettiste flamboyant qui avait déjà eu l'ambition de copier Louis, comme l'annonçait sa pièce de 1929, Jack Purvis aurait-il simulé sa propre mort? L'homme retrouvé à San Francisco en 1962, examiné par le médecin légiste lors de l'autopsie, serait mort non par asphyxie, mais d'une cirrhose du foie. Aucune trace de gaz dans les poumons. Pourtant, on l'aurait identifié par ses empreintes digitales. Drôle de coïncidence, mais avec Jack Purvis, comment s'étonner de cette dernière pirouette?
C'était donc un des derniers enregistrements connus de Jack Purvis avec le swing band de Frank Frober en décembre 1935. Je m'en voudrais de ne pas mentionner, je ne l'ai pas écrit, mais il y a un projet des années 90 par le saxophoniste Alan Lowe avec Doc Cheatham qui s'appelait The Jack Purvis Memorial Orchestra, je pense. Et c'est un projet assez intéressant qui évoque donc ce musicien et aussi Louis Armstrong. Donc, un disque intéressant que je vous recommande de trouver.